Bonjour Lionel, bonjour Carole, merci de recevoir le MEDEF dans tes bureaux. On a visité ce matin ton entreprise. C'est une super affaire. Tu vas nous expliquer un petit peu parce que tu es à Maubourguet, les gens ne te connaissent pas, tu es au nord du département. Tu es quand même dans le 65, parce que parfois il y en a qui disent «Ah, il est dans le 32, il est dans le 65». Non, non, il est dans le 65 et fier de l'être. Tu as défendu les couleurs Tarbes pendant des années. Tu vas nous expliquer un petit peu d'où vient Akini, comment vous vous êtes constitué, un peu d'historique. Et je te poserai quelques questions et Carole aussi. Très bien. Parfait. Je vous écoute. Donc sur l'historique, Lionel. Donc l'historique, avant toute chose, comme tu l'as dit, Akini est vraiment une entreprise tarbaise. Elle a été créée en 1948 par un immigré italien qui avait fui le régime de Mussolini, qui s'est réfugié à Tarbes, qui a monté cette entreprise de plomberie chauffage sanitaire. Donc en 48, donc on va bientôt arriver aux 80 ans de l'entreprise, et on l'a déplacé en 2012, 11, ici, toujours dans le territoire du 65, parce qu'on est proche de notre cœur de métier quand même ici, notre clientèle est ici, et c'est vrai que cette pointe du département correspondait mieux pour nous sur notre activité géographique, parce que on est au centre, on est à proximité, du 32, du 64 et du 40, donc ça correspondait vraiment à notre zone de chalandise, mais on se veut avant tout une entreprise du 65. Donc c'est un immigré encore qui est rentré en France et ça. qui a monté une entreprise. Ça va devenir dramatique parce qu'à chaque fois, on était chez nos amis canadiens il y a quelque peu. Donc là aussi, c'était des immigrés. Il n'y a que des immigrés qui ont monté des entreprises. J'espère pas dans ce beau département. Donc on continuera à démarcher les entreprises. Donc l'historique, ok. Et toi, tu arrives quand dans l'entreprise? Est-ce que tu l'as acheté? Tu es rentré en tant que salarié? Tu as fait comment? Alors moi, j'ai un parcours particulier, comme beaucoup de garçons dans la région. J'ai eu la chance de jouer au rugby. J'ai fait partie de la première génération de rugbyman professionnels, mais qui n'avions pas à l'époque les moyens. Donc on est parti sur Paris. Je suis rentré à la Générale des Eaux, et comme aide-conducteur de travaux, j'ai fini directeur de travaux. Et en 2000, quand j'ai vu comment ça se passait au niveau de l'entrepreneuriat, je me suis dit, ça serait quand même intéressant de le faire pour ma propre personne. Donc, j'ai appelé toutes les chambres de commerce et d'industrie de la région, et le hasard de la vie a fait que la CCI de Tarbes m'a proposé Akini, où Tarbes, j'avais joué au Stadeau, où j'avais fait toute ma scolarité, donc les lignes sont bien croisées. Donc j'ai racheté Akini en 2001, j'avais 27 ans, et Carole était déjà comptable sur place, et on s'est bien trouvé. Donc Akini à l'époque, c'était une dizaine de personnes, et c'était une belle endormie. Le gérant avait 68 ans, il avait des belles valeurs, il voulait surtout pas laisser tomber ses salariés, il voulait il voulait pas le transmettre en national, parce qu'il avait quand même son petit caractère, et il aimait pas trop les sous, ça tombait bien, j'en avais pas, donc on s'est bien trouvé. Donc en 2001, j'ai repris Akini, voilà. Et le cœur de métier, c'est quoi exactement? Le cœur de métier, à l'époque, déjà, c'était tout ce qui était hygiène publique, mais l'eau et l'assainissement. C'était vraiment le cœur de métier, et l'irrigation. Donc, c'est des conduites d'eau, d'assainissement et d'irrigation à l'époque. Mais ils géraient les abonnements Non, on faisait que des travaux. Pas. Non, on fait que des travaux. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est été créé en 48 pour faire de la plomberie, et en fait, là, on a augmenté un peu le diamètre des tuyaux. Donc ça se passe bien. Tu parlais de Carole, vous avez combien d'associés dans le groupe? C'est constitué comment? Sans connaître peut-être la participation de chacun, mais tu as un pool autour de toi? Non, le pool est très limité. On a une holding où nous sommes 2 actionnaires, Carole et moi. Au début, l'entreprise parisienne où je travaillais m'a aidé à racheter. Comme j'ai dit, j'avais pas de fonds, donc il a fallu, et les banquiers, on sait qu'ils ont de grandes qualités, mais ils ne prêtent qu'aux riches. Donc, ils m'ont aidé, et on avait un pacte d'associés. Au bout de 5 ans, quand j'avais fini de les rembourser, ils sortaient du capital, et Carole, qui était déjà dans l'entreprise, avec qui on a appris à travailler, j'ai vu son investissement au niveau de l'entreprise. Elle a demandé de rentrer au niveau de la holding, donc c'est Carole qui est rentrée, nous sommes les 2 actionnaires de la holding. C'est bizarre parce que cette histoire, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue. Souvent, les grands groupes qui faisaient bosser des cadres ont aidé ces cadres-là à s'installer. Sur les 30 dernières années, les groupes ont fait quand même une action sur les territoires assez importante, qui ont permis, parce que quand tu es cadre supérieur, tu n'as pas les moyens d'acheter une entreprise, et donc ils ont beaucoup aidé. Bon, très bien. Et Carole, tu nous dis 2 mots, toi, de ton arrivée chez Akini. Tu es rentrée après la maternelle Alors, je suis rentrée, j'étais très très jeune, j'avais 25 ans.
Donc je suis arrivée donc avec le prédécesseur de Lionel. Quand je suis rentrée dans l'entreprise, donc j'avais un niveau de comptable. J'ai repris mes études, j'ai fait les arrêts métiers en finance à l'ENI de Tarbes, ce qui m'a permis en 4 années d'avoir un diplôme supérieur de compta et de gestion avec une spécialité audit et contrôle de gestion. Et j'ai été diplômée l'année où Lionel a racheté l'entreprise. Donc moi j'étais pas destinée à rester dans cette entreprise parce que j'avais lié à mon diplôme, j'avais d'autres ambitions. Et Lionel a su, donc j'avais posé ma démission quand il s'est présenté, et Lionel a su me porter un discours qui m'a parlé, et je me suis dit, pourquoi pas partir dans cette aventure-là. J'avoue qu'il m'a donné une énorme confiance. Donc on a appris à travailler ensemble. Donc l'association, elle s'est pas décidée tout de suite, elle s'est décidée au bout d'une dizaine d'années de collaboration. À cette époque-là, on avait décidé de faire des projets de croissance externe, et moi c'était un petit peu ma spécialité. Donc en fait, on a fait un bon binôme pour s'occuper, pour aller visiter des entreprises, les auditer. Et donc après 2 rachats réussis, c'est là où en fait s'est posé la question de cette association qui fonctionnait bien, puisque lui il était sur la partie business et commerciale, et moi j'étais sur la partie organisationnelle, comptable, financière, contrôle de gestion. Voilà, donc en fait le binôme il s'est créé, mais je pense qu'on a pris le temps. Ça fait 25 ans qu'on est associés. Je pense que ça fonctionne plutôt bien. Il y a une bonne entente et chacun est à sa place dans sa fonction. Donc voilà, et je pense qu'on a réussi quelques petites choses. Voilà. Donc un technicien, une administrative, belle équipe, quoi. Oui, tout à fait, mais c'est adapté à nos métiers, parce qu'on a des métiers, on fait 80% de marché public, qui demandent des procédures vraiment très très lourdes, et les journées font que 24 heures, et tu le sais mieux que moi. Nous, on doit d'abord être près de nos gars sur les chantiers pour avoir de la production, et pendant que l'on fait ça, on gère pas le back-office derrière, donc c'était important, on s'est bien trouvé par rapport à ça. Donc une totale confiance, dans la mesure où on avait, par ses qualités d'auditrice et voit de suite les difficultés des entreprises au niveau administratif, là où ça pêche. Des fois, ça peut être que de la gestion du personnel ou du matériel ou des achats. Donc de suite, elle cible les choses, et après, on remonte les manches et on travaille là où il faut. Très bien. Donc là, l'entreprise de 48, tu la rachètes en 2001, vous montez une association, vous développez le business, et donc vous en êtes où là? L'effectif, votre position, où est-ce que vous êtes implanté? Est-ce que vous avez que le siège ici? Je crois pas, et je le sais. Mais voilà, comment tu t'es étalé, comment tu as tissé ta maille? Donc le but au niveau du développement, on a tout le temps. Alors moi, je suis vraiment comme les paysans gersois avec qui j'ai grandi. On veut travailler en circuit fermé. Première chose que l'on a fait, on a déjà essayé de racheter les sous-traitants que l'on faisait travailler. Comme ça, au moins, on se donnait des factures à nous-mêmes. Sur un secteur géographique très précis, pour moi, le centre du monde, c'est Riscle, c'est mon village natal, et on veut se développer à 1h30 autour de ce point. Pourquoi? Parce que c'est là où on a une proximité avec les élus, les acteurs locaux. Donc, l'idée, c'est de se développer, voilà, sur ce secteur-là, dans le 64, le 32, le 40, le 31 et 65. Et sur des secteurs d'activité que l'on maîtrise, qui sont tous liés au BTP, et où il y a un tronc commun au niveau de nos salariés. Parce qu'on s'aperçoit, on a la chance d'avoir beaucoup de salariés issus du milieu rural qui sont courageux, et une pelle mécanique, quand elle fait de la démolition, le mec, s'il est pas trop, s'il a envie, et bien de suite, il peut faire des conduites. Donc, on a un tronc commun de BTP avec nos salariés, et donc voilà, c'est un tronc commun de BTP sur un secteur géographique précis. Voilà. Et les implantations, les dépôts, tu as Maubourguet, puis... On a Maubourguet, Lannemezan, Montfort, c'est à côté de Montvoisin, dans le Gers, R-sur-Adour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Marciac, Boulogne-sur-Gers, et on va même jusqu'à côté de Cahors. Pau aussi. Pau, oui, François Bayrou. Oui. Et il le sait, François Bayrou, que le centre du monde de ces risques, il pensait que c'était le boulevard des Pyrénées. Mais, alors pour l'instant, il faut savoir quand même, heureusement, pour les bigorodans, qu'il y a Pau à proximité quand même, parce que quand on voit toutes les entreprises bigorodanes qui travaillent sur Pau, on a tous plus de salariés sur Pau et son agglomération que sur la nôtre quand même. Oui.
Et les effectifs, tu n'en as pas parlé? Donc, pour l'instant, au niveau effectif, on a à peu près 400 personnes et sur un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Donc, tu es le major indépendant, je pense, du 65, en consolidé, et tu fais partie des gros de la région Occitanie, là, parce qu'en indépendant, ils sont très peu à faire 80 millions et 400 salariés. Oui, c'est possible. Dans Ah, le secteur c'est d'activité, certain, oui. C'est certain. Oui. Tu es sur le podium. Ouais. Bon, très bien. Sur les matériaux, comment vous faites? Vous avez repris des carrières, des sablières, où vous achetez tout. J'ai vu que Chausson était implanté juste derrière chez toi. T'as pas fait venir Pume ou France Bonhomme? Non, au niveau des matériaux, il faut savoir que nous, la plupart de ce qu'on utilise, c'est des agrégats. Et le souci que nous avons, c'est que les nationaux nous ont pas attendus pour acheter ces carrières. On a eu l'opportunité d'acheter une gravière, une carrière dans le 32 à Montfort et une autre à Castel-Sarrazin. Pourquoi? Parce qu'on a acheté une PME qui avait ces deux carrières dans l'entreprise. Et donc, en rachetant l'entreprise, on a eu l'opportunité d'acheter ces carrières. Donc, c'est le seul endroit où on maîtrise notre production d'agrégats. Et c'est vrai que c'est une bonne chose parce que là, en autoconsommation, on fait plus de 50% d'autoconsommation. Ça serait un axe de développement intéressant. Ah, ça serait parfait. Je croise très souvent Carole, puisqu'elle est membre du conseil du MEDEF, et elle est aussi membre du conseil consultatif de la Banque de France. Donc j'ai suivi un peu l'évolution de ton groupe. Et là, les projets, si on peut en parler, la diversification, autre expertise, où tu te concentres sur ton métier, tu veux pas... Non, alors on se concentre, alors on va dire notre génération, parce qu'on a une autre génération qui arrive derrière, qui commence à mettre le pied. Notre génération, on va continuer sur ce secteur géographique. Ça, c'est clair, parce qu'après, on maîtrise, on connaît nos clients, on est proche d'eux. Donc, l'idée, pour l'instant, c'est sur ce secteur géographique d'augmenter un peu le panel de métiers, parce qu'on s'aperçoit, on a fait des analyses la semaine dernière, quand on a racheté en 2001, la canalisation, c'était 80% de l'activité du groupe. Maintenant, c'est plus que 25%. Et on veut diversifier un peu ces activités-là. On fait beaucoup de démolition des amiantages, on fait de la charpente. Pourquoi? Parce qu'en diversifiant un peu les activités, on est moins tributaire d'un marché qui se retourne. Et on sait qu'actuellement, le bâtiment est quand même dans le dur. Donc, on ne veut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Comme je disais tout à l'heure, dans la mesure où on a des gens courageux qui arrivent à quand même s'adapter facilement sur un type de métier, on veut augmenter, on va être multimétier sur le même secteur géographique. C'est une très bonne position. J'ai vu un chantier à toi à Anglette. Tu vas jusqu'à la côte basque sur les démolitions, oui. Des amiantages. Oui, parce qu'on suit quelques promoteurs ou quelques clients, quelques archives par rapport à ça. Les marchés de la Cana, il y avait un marché énorme, puisqu'il y a un renouvellement des canalisations qui sont très en retard au niveau du territoire national, ici et ailleurs. Et ce marché-là, tu as des infos par la fédération du TP ou pas? Les infos, le besoin est là, les financements, pas encore. Quand on voit comment redistribue l'agence de l'eau les budgets, on peut se poser des questions des fois quand même, parce que le besoin est là, les sommes sont là, mais on trouve que ça redescend pas suffisamment quand même. Ça ne ruisselle pas. Pas encore. Ne ruisselle pas. Par contre, les fuites dans les canalisations, elles sont, il paraît, énormes. Non, c'est un pourcentage de combien? On a entre 30 et 40%. 30-40% de l'eau qui est produite, qui est traitée, qui part dans les graviers, les fameux graviers. Exactement. D'accord, donc là, il y a un vrai business à faire. Et c'est du financement européen ou c'est que du financement national? Que du national pour l'instant. Que du national. Ouais. Alors après, il faut savoir qu'il y a, là aussi, ça dépend des départements. Le Gers, qui a subi la canicule 2003 de manière importante, il y a eu beaucoup plus de travaux d'infrastructure de fait. D'autres départements, ici dans le 65, où l'eau, grâce aux Pyrénées, on a un château d'eau. Donc mais là, le renouvellement se fait beaucoup moins. On est beaucoup moins exigeant par rapport aux besoins. Vous êtes un peu étalé, là, tu expliquais un peu ta position, même si le centre du monde de ces risques. Au niveau du recrutement des salariés, de l'encadrement, du back-office, est-ce que tu as des difficultés à recruter en haut du département ou pas, comme ils ont tous des difficultés au niveau Tarbes et dans les vallées? Alors, objectivement, je trouve pas trop. Parce qu'on ne peut pas demander
après, on a des métiers où les jeunes ne viennent pas forcément d'eux-mêmes. C'est souvent dans le BTP, suite à des échecs scolaires, où les gamins ont besoin de manger, ils viennent chez nous par dépit, sauf l'encadrement, les ingénieurs et compagnie, mais autrement, au niveau de l'exécution. Donc, nous, on a la chance, et on comprend qu'un gamin de 18-20 ans, il soit pas formé. Nous, s'il est là à l'heure courageux, on en fait quelque chose. Et donc, on n'est pas sélectif. Nous, s'il tape à la porte, il me dit je veux bosser, on le prend. Et donc, on arrive, tous les conducteurs de travaux que j'ai ici, que nous avons, ont tous commencé quasiment dans la tranchée. Et vu qu'il était un peu plus courageux, on l'a mis sur une pelle. Et quand il était un peu plus courageux, un peu plus intelligent, il est passé conducteur de travaux. Et quand il était encore plus motivé, il est passé directeur. Donc, nous, au niveau du recrutement, objectivement, c'est pas le souci. C'est pas le souci. Et alors après, pour avoir du niveau, alors si là on a des soucis pour recruter, c'est quand il faut récupérer de l'encadrement pour gérer tout l'administratif à la française. Là, du QSE, voilà, pour gérer de la norme. C'est vrai que nos gars issus de l'Embeil ou de Risque ou de Garlin, eh bien, il n'est pas adapté pour ça. Par contre, lui est adapté pour créer de la richesse, poser des tuyaux, des bordures. Donc c'est le seul petit souci que nous avons. Donc sur l'IA, vous n'allez pas être très impacté alors, parce que l'IA sur l'appel mécanique, ça va pas le faire. Ouais, mais c'est un danger, parce qu'actuellement sur les appels d'offres, on nous juge ces appels d'offres par rapport à des mémoires techniques qui sont gérées par l'IA. Donc ça veut dire que on juge pas les qualités de l'entreprise, on juge un logiciel qui fait en mémoire technique. C'est là où je me bats avec nos donneurs d'ordre pour leur expliquer, attention, la compétence de l'entreprise, c'est pas de rédiger des mémoires, c'est de vous faire des travaux de qualité qui sont pérennes dans le temps. Donc on a un gros travail à faire là même au niveau fédéral du BTP. Est-ce que la fédération du TP vous aide là-dessus, parce que vous avez fait, autrement ils vont faire disparaître toutes les petites PME, ce qui a déjà été ces 15 dernières années, on en a vu tout un paquet qui sont passés à la trappe. Est-ce que ça continue ou ça s'est stabilisé là? J'ai pas regardé ces derniers temps. Non, les PME les petits continuent à baisser, parce qu'on demande tellement de choses derrière. C'est dommage, parce qu'il y a de la compétence technique, donc nous, on en récupère. Nous, on récupère beaucoup de chauffeurs de pelle, ou de chefs d'équipe, qui auraient pu être très, très bons artisans. Mais dans la mesure où ils n'ont pas accès à la commande publique, parce que c'est trop compliqué, donc on les récupère avec plaisir. Mais tout ça, ça génère une inflation au niveau prix. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ah bien sûr. Tu disais tout à l'heure, il y a une nouvelle vague de jeunes qui arrivent. C'est qui? C'est vos enfants ou parce que j'ai pas bien compris. Ouais, alors, vous installez vos enfants ou vous installez des cadres? Les deux. Des LBO, des LBO, les deux. Alors nous, on veut surtout pas vendre, parce qu'on se trouve encore jeune, motivé, on a encore 30 ans devant nous. Plus peut-être. on l'espère. Donc ce qu'on est en train, alors comme j'ai dit, au niveau de la holding, personne ne rentrera. C'est Carole et moi depuis le début. En revanche, au niveau des filles du groupe, quand on a des cadres de qualité qui mouillent le maillot, on estime qu'ils doivent en récupérer les fruits. Donc là, on commence à regarder pour faire rentrer plusieurs filles que nous avons rachetées. On a mis les directeurs, on leur a permis de prendre des parts dedans. C'est très bien, c'est motivant. Oui. Et c'était des salariés qui étaient issus de l'entreprise locomotive du groupe Akini. Oui. Donc c'est des gens qu'on a identifiés, des profils qu'on a identifiés à fort potentiel, à qui on a proposé des postes de directeur dans des entreprises qu'on a rachetées, et ils ont fait le job. Donc voilà. Donc je pense que c'est aussi assurer la pérennité de l'entreprise que de faire monter ces gens-là et de les laisser accéder au capital. Akini a été un peu l'incubateur des talents que l'on se sert pour reprendre les PME à côté. Dans ce que tu es en train de me dire, donc tu as déjà les équipes en place, tu as des cibles que tu vas aller te chercher. Ça. Et sur les investissements, est-ce que vous avez freiné, parce que vu le contexte politique, à l'heure actuelle, je rencontre énormément d'adhérents du MEDEF ici et ailleurs, ils ont verrouillé l'investissement, ils n'osent plus rentrer qui que ce soit, ils attendent, tout le monde attend, là, on ne sait pas ce qu'on attend. Est-ce que c'est la grande explosion? Alors ce qui est un peu dommage, parce que le pays aurait besoin de renouveau, de relancer la machine, et là on est en train de stagner depuis un petit mois. Ici, non, nous, non, du tout. Non, on va être humble, donc, on continue à investir, à accélérer, à avoir des cibles. Non, on veut continuer à se développer, parce que moi, je suis convaincu d'une chose, ça fait le
bâtiment, ça fait 5-6 ans qu'il est en crise parce qu'on ne trouve pas de logement. Mais quand on connaît un peu l'histoire de notre pays, moi j'ai passé le bac en 91, on m'expliquait qu'il y avait 55 millions d'habitants. Nous sommes à 68 millions. Ça veut dire que les besoins en logement, ils y sont. Donc, les besoins en logement, ils sont. L'argent, il y est. Maintenant, il faut simplement que nos politiques, quand ils seront stabilisés, fassent les mesures pour mettre en adéquation le besoin et la ressource. Donc, ce qui veut dire qu'il faut surtout continuer à investir maintenant pour être prêt pour la reprise. C'est un peu la difficulté dans notre pays. Beaucoup de normes qui bloquent ceux qui veulent bosser et une directive claire sur puisque tu parles de bâtiment, sur le bâtiment. Ils ont fermé le robinet de la défiscalisation, il le fallait. Alors, des fois, quand j'en parle, ça pique chez quelques personnes, mais il le fallait, la promotion avait trop dérapé. Parce que ce qu'on défiscalisait, il fallait bien que les autres le payent. Donc, mais on n'a pas eu de mesures derrière pour relancer la dynamique bâtiment. Et c'est un peu dommage parce que ça fait déjà 3 ans. Et 3 ans, tout le monde se regarde le blanc des yeux, plus la crise ukrainienne, plus la crise américaine. Puisque quand même, il faut dire que les Américaines nous marchent un peu dessus en ce moment. C'est un peu dommage. Croissance des marchés, est-ce que tu as des marchés qui sont en croissance? Parce que là, pour l'instant, tu me dis la Cananon, tout, sur la démolition. Tout est stationnaire. Objectivement, il n'y a pas un marché, donc tout est stationnaire. Alors, par contre, à nous de pas perdre des parts de marché. Donc, c'est vrai qu'on est relativement agressif sur les prix pour garder nos parts de marché. Mais le marché n'est pas d'explosion. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers? Alors, l'effectif va bien, les entreprises sont en place, vous avez basculé sur quelques marchés différents. Est-ce que vous avez des difficultés particulières? Ou tout est rose? Non, tout est pas rose. Après, ce qui est compliqué pour nous dans l'effectif que nous avons, c'est que en fait, nous devons structurer l'entreprise, qu'il nous faut des profils très particuliers, que ces profils-là, ils sont coûteux puisque la RSE et tout ce qui est réglementaire, ça nécessite des gens qui ont quand même un certain niveau. Et nous, la question qu'on se pose là, c'est comment on va pouvoir répercuter ça sur nos prix de vente. Et ça paraît impossible. Donc là, il y a un casse-tête chinois qui est de se dire, voilà, comment on finance ça? Donc on se creuse la tête, on cherche des économies partout, on fait des économies d'échelle. Donc la croissance du groupe, c'est ce qu'elle nous a permis de faire aujourd'hui, c'est de mutualiser pas mal de dépenses. Donc nous, on compte là-dessus pour être très bon en gestion et en gestion de nos ressources internes et en recentralisant certaines fonctions qu'on externalisait autrefois. Donc nous, on travaille beaucoup sur la gestion de l'entreprise et là, c'est mon job à moi pour essayer de se payer cette complexité administrative et réglementaire et d'arriver à être à la hauteur. Donc ça, c'est un peu notre point noir sur lequel on travaille là. On est en train de structurer l'entreprise, mais ça reste au niveau financier un casse-tête chinois. Donc et une chose qui est importante dans l'avenir, et ça, je pense qu'il faut que nos politiques en prennent pleinement conscience, c'est comment, dans ce cadre réglementaire-là, on garde la compétitivité de nos entreprises. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet pour lequel il faut qu'on se batte au MEDEF, entre autres, essayer de continuer à faire vivre nos entreprises et qu'on reste concurrentiel face à nos voisins. Parce que n'ont pas tout à fait ces mêmes réglementations et qui continuent à être votées malgré le foutoir notoire en ce moment, mais il y a quand même des choses qui continuent à se voter et sur ce formalisme-là. Donc travaillons sur cette compétitivité qu'on doit absolument préserver si on veut préserver l'économie de notre pays. Ce qui est intéressant dans les PME de ton niveau, parce que tu es déjà une très belle PME, c'est les relations aussi que vous avez, parce que tu dois avoir quelques sous-traitants. Oui. C'est du ruissellement. Tu récupères les gamins, les fils agriculteurs, tu les fais bosser. Donc déjà, tu utilises ton territoire. Mais ensuite, les sous-traitants, tu permets à ces sous-traitants de vivre, de continuer à faire vivre aussi les villages, et ainsi de suite. Et derrière, non seulement tu as fait ça, mais ils comprennent pas à Paris. Depuis Paris, c'est les PME, ils savent pas ce que c'est, ils savent même pas si ça existe, je pense. Mais le type de PME que vous représentez tous les deux, c'est ce qui nous tient le territoire. Parce que non seulement tu fais vivre autour de toi les petits, là, mais aussi tu t'es impliqué. Je vois que tu as un très beau maillot là,
qui m'a aussi un peu coûté. Le maillot du Stadeau. Non, mais le Stadeau, là, je vois que tu es maintenant sur le RCA. Voilà. Vous avez aussi aidé et vous continuez à aider les clubs, les associations. Et ça, les PME le font à un autre niveau, plus fin, plus lointain. Ils permettent aussi à tous ces clubs de continuer à vivre. Nous Tu as fait un gros engagement, toi. Mais nous sommes avant tout amoureux de notre territoire. C'est ce territoire qui nous a fait. Et moi, je suis parti travailler 10 ans à Paris. J'étais le plus heureux des deux à revenir ici. Par contre, sur mon territoire, je veux être acteur. Et je veux pas subir les choses. C'est là où des fois, j'ai du mal avec nos politiques qui sont pas assez moteurs sur la politique du territoire. Quand je vois des territoires qui sont moteurs, c'est plaisant, tout le monde s'y retrouve. Quand je vois, tu parlais du rugby, quand t'as connu la section paloise au même niveau que nous, et quand je vois maintenant ce qu'ils sont arrivés à en faire, c'est eux qui se le sont fait, ils se le sont pelé le boulot. C'est leur territoire qui a été dynamique. Donc maintenant ils arrivent à bâtir un budget à 30 millions d'euros, alors qu'au Stade on peut pas en bâtir à 2 millions. C'est nous les responsables. Il faut qu'on soit acteurs de notre territoire. Si on l'aime, on doit faire ce qu'il faut. Parce que moi, je me vois pas prendre ma retraite aux Maldives. Moi, je suis heureux ici, à m'engueuler le dimanche autour du Talenquer. Voilà, moi, je suis donc, et Carole et moi, on aime le ski, on aime notre territoire, mais on veut être acteur de ce territoire-là. On veut rendre à ce territoire ce qu'il nous a donné, parce qu'ailleurs, on serait pas heureux. Nous, on est heureux ici. Ouais, toi, ce que tu veux, c'est voir le maillot et ton logo le dimanche sur les terrains du territoire et pas ton logo sur Canal+. Ah, du tout. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Oui, ça. Voilà. Et nous, Canal+, on s'en fout un peu. C'est ça. Bon, on s'en fout pas. Non, mais c'est très bien ce qu'ils font. C'est très bien, oui. Ça il est vrai, une politique de développement du rugby, très bien, mais sur les territoires, ça n'a aucun impact, ça n'a aucun ruissellement. Pour parler du ruissellement, Exactement. parce qu'ils aiment bien en parler du ruissellement. Bon, sur le rôle et l'engagement, on a fait le tour. Sur les effectifs, les chiffres d'affaires. Et alors, votre projet à vous, perso, tous les deux, c'est quoi? Je vais laisser Carole pour le sien. Mais ils se ressemblent beaucoup. Mais bon, Oui, je crois je pense qu'on regarde dans la même direction depuis de nombreuses années. Je crois qu'on est aussi aligné sur la suite de l'entreprise. On est OK sur le fait qu'on ne vendra pas un groupe et que on ne va pas laisser nos salariés en pâture à un grand groupe. Et en plus, je pense qu'il faut mettre tout en œuvre pour qu'il reste des PME sur les territoires. Donc, on est aligné sur le fait que, voilà, nous, on veut assurer la pérennité de l'entreprise. On veut, nous, y rester encore quelques années. Je pense qu'on a encore tous les deux beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie et on ne s'est pas lassé de nos projets. On a plein de choses encore à accomplir, à faire. On a plein de choses à développer. Et puis, on préparera la suite tranquillement. Si c'est nos enfants derrière et certains salariés, on fera en sorte de les accompagner comme il se doit. Ce qui est important pour nous, c'est de pérenniser le travail et l'investissement que l'on a mis depuis presque 30 ans. Et ça nous paraît important que cette entreprise, ce qu'on a fait, ça se pérennise dans le temps. Parce qu'on pense aussi à nos salariés, parce qu'évidemment, cette entreprise, elle s'est construite, bien sûr, avec nous, dans la stratégie que nous avons mis en place, mais elle s'est construite aussi avec des piliers dans l'entreprise qui sont nos salariés. Certains nous accompagnent depuis le début et je pense que c'est important qu'on leur assure la suite puisqu'ils ils ont participé à cette belle aventure avec nous et je pense que ça va continuer et nous, on veut qu'ils soient là après nous aussi. Ouais. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Nous avons racheté l'entreprise de Bailleul il y a 5 ans de ça. Et l'ancien propriétaire, René Bastouille, 83 ans, est là tous les jours, il bosse avec mon fils. Et mon fils, il dit, il faut que j'occupe le vieux, du fil des études, il envoie bouffer avec des clients. Moi, mon rêve, c'est ça, c'est que dans 30 ans, les cadres qui sont en place, que ce soit nos enfants ou les directeurs qu'on a mis en place maintenant, se disent, bon, on sort le vieux, on l'amène au rugby, on lui file une étude affilée. Moi, mon rêve, c'est ça, c'est d'être ici, qui me laisse un bout de bureau à droite, à gauche,
voilà, on ne veut pas vendre. Le respect des individus, quoi. C'est ça, c'est d'être, mais d'être acteur du territoire. Mais on se voit pas vivre ailleurs. Nous, on est heureux ici à Ferrailler. Voilà, donc quand un client vous invite à la Palombe, dans 15 jours, je suis invité à la chasse à la Palombe chez un client. Moi, je suis heureux à faire ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de pérenniser ce que l'on a créé et de le développer. Alors après, pour le continuer à développer, ça veut dire qu'il faut que Akini continue à être un incubateur de talents et qu'on dispatche ce qu'on a créé, le même modèle. Mais voilà, on veut faire ça. Nous, on veut rester là et voilà, qui nous occupe, que les jeunes nous occupent, parce que en étant près des jeunes, on vieillit moins vite. Donc l'idée, elle est là. Moi, je me vois pas aller au golf. Oh non, j'ai rien contre le golf, mais c'est pas là où on serait heureux. Là, c'est clair. Ouais, je suis pas sûr qu'ils le comprennent non plus à Paris. Alors, on n'est pas en train d'opposer la campagne avec les Parisiens, mais le respect de nos salariés dans les PME de ton niveau ou des PME que j'ai dirigées, ça n'a rien à voir avec les grands groupes. Alors que je suis issu d'un grand groupe comme toi, c'était différent. La culture est totalement différente. Et ici, nos gens sont beaucoup plus heureux de bosser dans les PME que dans les grands groupes. Mais bon, ça, petit à petit, il faut qu'on reprenne les commandes et qu'on essaie cette stratégie pour que nos territoires s'ancrent plus fort encore et qu'on arrive à pérenniser nos systèmes. Est-ce que vous avez autre chose à dire avant que je vous remercie pour votre accueil? Non, mais très heureux de vous avoir reçu. C'est vrai que Carole s'est investie beaucoup dans tout ce qui est chameau consulaire au niveau du département. Moi, pas beaucoup, parce que les journées font 24 heures. Et objectivement, je préfère, comme je vous dis, être près d'un stade de rugby où localement, c'est quand même important. Mais on s'est bien réparti les choses là-dessus. Et puis, dans les chameaux consulaires, vous êtes tout le temps à la demande de femmes compétentes. Je me suis sacrifié de vous laisser Carole, qui vous apporte un peu de compétences et de joie de vivre. Donc, on te remercie. Bon, moi, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir aidé le MEDEF à organiser cette matinée. Ça faisait un petit moment qu'on devait la caler. On est tous un peu débordés. On va monter, vous saurez, l'entreprise du mois d'octobre, du mois d'octobre rose. Vous, c'est rouge, mais c'est pas grave. C'est la même base. Donc, on vous remercie, Guillaume et moi. Le MEDEF vous remercie de nous avoir reçus ce matin. Merci, à très bientôt. Merci à vous.